Bonjour à tous, voici un travail de lecture pour ce mercredi 7 avril. Donc je vous ai envoyé deux pages. La première concerne un texte et la deuxième, elle concerne les questions. Alors bien entendu, ceux qui ne peuvent pas imprimer ces deux feuilles liront le texte sur l'ordinateur et pourront par la suite faire les questions sur un cahier de brouillon, sur une feuille blanche, peu importe. Voilà. Donc, je vais d'abord vous faire une lecture à voix haute du texte. Cette première vidéo me permet de bien vous expliquer les consignes, de bien lire les questions avec vous. Donc, vous avez une première consigne qui dit lire plusieurs fois le texte à voix haute. Sachez que dans ce texte, il y a l'explication d'un certain nombre de mots que l'on peut voir à la fin. Vous voyez 7 mots. Alors, on va les voir ensemble. Le mot numéro 1, Pansac. Vous voyez qu'il y a une majuscule, c'est un nom propre. La porte de Pansac, qu'est-ce que c'est? C'est une porte fortifiée de la ville. C'est un monument ancien qui remonte à l'époque des Romains. Ensuite, vous avez le mot numéro 2, les culasses de blé. Qu'est-ce que ça veut dire, les culasses de blé? Ça veut tout simplement dire gros sac de blé. Ensuite, le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est ici une gerbe. Gerbe, ça veut dire ensemble d'épis de blé. Des mitrons. Le numéro 4, mitron, ça veut dire jeunes apprentis boulangers. D'ailleurs, peut-être parmi vous, on aura des mitrons l'année prochaine, hein, ceux qui s'engageront dans un CAP boulangerie, par exemple. 5. Alors, camisole bleue. La camisole bleue, c'est des vêtements sans manches. 6. Il traverse la rue pour aller boire une goutte. Aller boire une goutte, c'est une expression qui veut dire aller boire une boisson fortement alcoolisée. Voilà, c'est un mot familier. Aller boire une goutte, c'est aller boire, en gros, de l'alcool. Et le 7, les miches. Les miches, ce sont de gros pains. Allez, c'est parti, je vais lire le texte à voix haute. Le narrateur consacre un chapitre à la description de la petite ville dans laquelle il a passé son enfance. La porte de Pansac. Elle est en pierre, cette porte, et mon père me dit même que je puis me faire une idée des monuments romains en la regardant. J'ai d'abord une espèce de vénération, puis ça m'ennuie. Je commence à prendre le dégoût des monuments romains. Mais la rue, elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis le long des murs. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. C'est ici que les boulangers ou les meuniers, ceux qui font le pain, viennent s'approvisionner. J'ai le respect du pain. Un jour, je jetai une croûte. Mon père est allé la ramasser. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous. Mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour. Et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation, qui pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère,
mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m'ont été sacrées. Je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir un coquelicot ou un bleuet. Jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit des pauvres me saisit aussi, et je dois peut-être à ces paroles, prononcées simplement ce jour-là, d'avoir toujours eu le respect et toujours pris la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'il vaut. Je l'ai vu. Aux portes des allées sont des mitrons, en jupe comme des femmes, jambes nues, petite camisole bleue sur les épaules. Ils ont les joues blanches comme de la farine et la barbe blonde comme de la croûte. Ils traversent la rue pour aller boire une goutte et blanchissent en passant une main d'ami qu'ils rencontrent ou une épaule de monsieur qu'ils frôlent. Des patrons sautent au comptoir où ils pèsent les miches, et eux aussi ont des habits avec des tons blanchâtres ou couleur de seigle. Jules Vallès, L'Enfant, 1881. Après cette lecture à voix haute, nous allons lire les questions et donner des petites explications. Alors, dans la rubrique Quelques repères, nous avons 3 questions. Quel est le titre? Donc, le titre, vous verrez qu'il n'est pas écrit au début, tout en haut. Vous chercherez bien, en général, il y a un endroit où on laisse le titre avec d'autres informations. Deuxième question. Qui est l'auteur? Donc, recherchez bien à un certain endroit, vous le trouverez, et vérifiez bien que le nom de l'auteur, n'oubliez pas, que ça comporte une majuscule, autant pour le prénom que pour le nom, car ce sont des noms propres. Donc, vous repérerez le nom de l'auteur grâce aux majuscules. Troisième question. En quelle année ce texte a été publié? Là, c'est facile. Vous rechercherez une date, une année. Alors, pas forcément une date complète. On ne va pas vous donner 25 septembre et l'année. Voilà, vous pourrez trouver l'année uniquement. Alors, je tiens à vous dire que ces 3 informations, vous les trouverez assez facilement. Ensuite, nous passons à la rubrique grammaire et compétences linguistiques. Alors, je vous ai donné les rubriques telles qu'on les trouve lors de l'examen du DNB professionnel. Question 4 donc. Dans chaque phrase, que désigne le pronom surligné? Ligne 11. Mon père est allé la ramasser. Là, je vous demande de me dire que désigne le pronom la. Est-ce que ça désigne un pain, une croûte, la farine? Alors là, bien entendu, vous n'allez pas faire les choses au hasard. Vous allez retourner dans le texte à la ligne 11 et vous allez lire « Un jour, je jetai une croûte. Mon père est allé la ramasser. » Et là, vous réfléchissez bien et vous me dites « Est-ce que le pronom « la » désigne un pain, une croûte ou la farine ?» Donc ensuite, vous aurez la même chose à faire pour la ligne 15. Tu en manqueras peut-être. Alors, le pronom en ici, est-ce que ça parle de la chance? Tu en manqueras de la chance. Tu en manqueras de l'argent ou tu en manqueras du pain.
Même démarche. Vous allez à la ligne 15 et vous lisez. Tu en manqueras peut-être un jour et tu verras ce qu'il vaut. Donc ici, vous n'avez pas la réponse, vous pouvez revenir en arrière. Donc vous lisez la phrase qui est avant. Mon enfant m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain, c'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Là, je pense qu'en revenant à partir de la ligne 13, à partir de mon enfant, vous pourrez trouver facilement la réponse. Donc, est-ce que ça concerne de la chance, de l'argent ou du pain? Ensuite, vous avez la ligne 26. Et vous avez la phrase « Tu verras ce qu'il vaut ». Le mot « il » ici, est-ce que ça désigne le pain? Est-ce que ça désigne l'argent? Est-ce que ça désigne les pauvres? Ligne 33. Eux aussi ont des habits. Alors le « eux » ici, est-ce que ça désigne les mitrons? Les mitrons, ce sont les apprentis boulangers. Les patrons ou les amis. D'accord? Donc vous irez à la ligne 33. Alors, ça commence là. Les patrons sont au comptoir où ils pèsent les miches. Et eux aussi ont des habits avec des tons blanchâtres ou couleur de seigle. Donc là, je pense que vous pourrez trouver facilement la réponse. Nous passons à l'exercice 5. Réécriture. C'est un exercice qui tombe tout le temps au DNB Pro. Réécriture. Réécrivez le passage suivant à l'imparfait. Alors ce passage, il est là. Elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. C'est ici que les boulangers ou les meuniers, ceux qui font le pain, viennent s'approvisionner. Vous aurez remarqué que j'ai surligné plusieurs verbes. 7 verbes au total. Et là, je vous ai rappelé, sur ce rectangle, il faut conjuguer à l'imparfait les verbes surlignés. Et oui, quand on réécrit un passage à un temps donné, à un temps différent, regardez ce passage, il est écrit au présent et on nous demande de le transformer en imparfait, c'est les verbes, bien entendu, que l'on va transformer. Par exemple, le mot l'éculasse, ça va rester l'éculasse, ça va rester au pluriel et c'est un déterminant et non qui ne vont pas changer. Le mot comme ici, cet adverbe, il va rester comme. Ce sont les verbes, par contre, qui vont changer et que l'on va conjuguer à l'imparfait. Je vous ai fait ici un rappel de la leçon. Regardez bien. Terminaison à l'imparfait. Avec le je, ça se termine en AIS. Avec le tu, AIS. Quand il y a il, elle, on, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il ou elle au pluriel, AIUNT. Attention, pensez toujours à l'oral. Parce que certains verbes changent de forme. Regardez ici. Ceux qui font le pain, on ne va pas dire ceux qui fait le pain. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, ah ben écoutez, ceux ici c'est du pluriel, ça correspond à il au pluriel, donc la terminaison c'est AIUNT, et je vais dire ceux qui fait le pain. Pensez toujours passer par l'oral, car ici c'est incorrect. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écrire s'il vous plaît tout le texte. En écrivant, vous aurez la concentration nécessaire. Ceux qui, par fainéantise,
ne veulent que réécrire les 7 verbes surlignés en jaune, ça n'a aucun sens. Vraiment, commencez votre texte par elle, jusqu'à s'approvisionner à la fin. Voilà. Enfin, nous passons à la dernière rubrique, compréhension et compétences d'interprétation. Alors là, on va voir votre capacité à bien comprendre un texte, à l'interpréter. Question 6. Cite un passage du texte qui montre que l'attitude du père envers son fils est inhabituelle. Quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose qui se passe, qui, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est étonnant, qui casse l'habitude, qui est très rare. Et là, en revenant dans le texte, vous allez voir que l'enfant raconte l'histoire, il aime l'odeur de la boulangerie, tout ce qui se passe autour de la boulangerie, et un jour, il va se passer quelque chose, et il y aura une réaction inhabituelle de quelqu'un. Question 7. Donc ici, pour la question 6, vous citez le passage en donnant la ligne. Question 7. Ce jour-là, le père a appris à son fils 2 choses importantes. Trouvez-les. Et oui, quand vous allez revenir dans le texte, vous allez voir que le papa a eu une discussion avec l'enfant, qui est ici le narrateur, l'auteur du livre, de ce passage. En fait, l'auteur ici raconte des souvenirs d'enfance. Et son papa, il lui a appris 2 choses ce jour-là, 2 choses importantes. À vous, donc, de les retrouver. Et enfin, la dernière question, la 8. Alors la 8, elle commence par un passage que je vous ai sélectionné. Je vais le lire. Mais la rue, elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. Lignes 6 à 8. Alors effectivement, c'est le même passage que celui-ci, sauf que là, je ne vous demande pas de le transformer en imparfait, mais je vous pose cette petite question, je vous donne cette petite consigne. Regardez bien. Dans ce passage que je viens de lire, l'auteur décrit la rue à l'aide de 4 sens. Rappelez-vous, en SVT, nous avons travaillé sur les sens. Il y a le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. Alors ici, et c'est très beau d'ailleurs, l'auteur a décrit la rue grâce à 4 sens. L'odorat, la vue, le toucher et l'ouïe. L'ouïe, c'est avec l'oreille. Rappelez-vous, la vue avec les yeux, bien sûr, l'odorat avec le nez et le toucher avec les mains, la peau, le corps en général, la peau. Donc, ici, il n'y a que le goût qui n'a pas été utilisé. Donc, je vais relire. Mais la rue, elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. Franchement, ici, c'est une belle description de la rue. Donc, pour l'odorat, il faudra me trouver le mot qui est utilisé. Quel est le mot utilisé par l'auteur? Ça peut être un verbe, ça peut être un nom, pas un déterminant, mais ça peut être un verbe ou un nom. Voilà. Quel est le mot qu'il utilise qui montre que cette rue, elle est décrite par quelque chose que l'on sent? Ensuite, vous avez le toucher. Voilà. Quel est le mot utilisé pour montrer qu'il y a des choses qui se touchent? Troisième sens, la vue. Quel est le mot utilisé qui nous permet de voir des choses dans cette rue?
Et enfin, quel est le mot utilisé par l'auteur pour nous montrer qu'on entend des choses dans cette rue, pardon. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez compris et je vous souhaite vraiment du courage. Soyez sérieux et sincère dans votre travail. Faites le maximum et je vous prépare ensuite la vidéo pour la correction. Une fois que vous aurez fini votre travail, vous pourrez lire, écouter une autre vidéo et vous pourrez bien sûr vous corriger tout seul. Ceux qui souhaitent éventuellement faire une photo de leur travail et me l'envoyer, ce sera avec plaisir. Allez, bon courage à vous.